Alors, bon matin tout le monde. Les gens en ligne, je crois qu'il doit y avoir beaucoup de gens en ligne ce matin puisque notre plénière est attendue. Je l'ai annoncé dans les 2 dernières journées, c'est une plénière particulière. Donc, bienvenue à tous à cette 3e journée de la 27e édition des JASP. Je pense qu'on a été... hier, les 2 dernières plénières ont été très ressourçantes, rafraîchissantes. Je pense que ça nous a fait du bien collectivement. Et j'espère que vous avez apprécié aussi les journées thématiques organisées par, évidemment, des gens du réseau, les comités scientifiques. Donc, on termine cette édition-là avec mon collègue, puis ça va être... une fin aussi d'un moment important. Donc, on va aussi aujourd'hui en profiter pour passer le flambeau, puisque après 6 années à la coprésidence des JASP, Stéphane et moi avons décidé d'amener du sang neuf à cette belle institution qu'est les JASP. Donc, ce matin, on a une plénière toute spéciale avec 2 conférenciers qui va être animée par ma collègue Julie Laulier, donc Dr Boileau, et Pierre Gerlier-Forêt, PDG de l'Institut. On a aussi la chance ce midi, donc on vous invite à l'activité En Marge, qui est aussi pas offerte, là, mais qui est animée par le ministère avec le Dr Boileau qui va nous présenter son dernier rapport du directeur national de santé publique sur l'état de santé, donc avec un angle parcours de vie. Donc, je pense, si vous l'avez pas lu, il est très bien fait. Et je pense que ça vaut la peine d'aller l'écouter. Donc, je pense que tu avais 2 petites annonces peut-être à faire en lien avec les plus techniques avant qu'on parle des 6 dernières années. Oui, mais en fait, j'ai une annonce assez importante. Les JASP, cette année, ça s'est super bien déroulé. On est très, très contents. C'est juste pour vous dire aussi que l'appel pour la participation pour d'autres journées de JASP sont en cours. Les journées ont été de très grande qualité, en grande partie, en fait, en totalité, à cause des proposants et des personnes qui se sont impliquées. On souhaiterait pour les futurs présidents et coprésidents que si vous pouviez offrir, ou du moins proposer des journées d'une aussi grande qualité pour qu'on puisse se retrouver l'an prochain, puis avoir vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble, puis à être ensemble pour ces journées-là. Avant de vous annoncer les 2 nouveaux coprésidents, je pense que ça vaut la peine moi, hier soir, j'ai essayé de faire un petit bilan de ces 6 dernières années à la tête des JASP. Puis les mots qui me venaient en tête, c'est des JASP résilientes. Là. Face à la pandémie, on a eu à prendre des décisions, à annuler, reporter, se virer de bord, comme on dit en bon québécois. Je pense que ça a été aussi des JASP innovantes. On a réussi à développer toute notre capacité à faire des JASP en ligne, des JASP hybrides, en modifiant aussi toute la stratégie d'andragogie pour que ça devienne, on maintienne l'aspect interactif. En plus, là, on a rajouté cette année l'intelligence artificielle pour tout ce qui est la traduction ou l'interprétation. Je pense qu'on a réussi à travers tout ça aussi à rester connecté sur la mission, donc d'offrir des activités de qualité. Puis on a vu, on se disait toujours, les gens vont avoir une fatigue, mais on avait toujours énormément de propositions. Donc, merci au réseau d'avoir été là. Puis je pense que c'est des JASP qui nous ont montré à quel point on a besoin de rester réseauté, on a besoin de se voir, on a besoin de connecter. Post-pandémie, on a fêté le 25e anniversaire en grand. Et je pense que c'est un moment essentiel comme réseau de santé publique d'être capable de se rencontrer. On a même des collègues du Rest of Canada qui sont là, qui viennent, qui ont décidé d'en faire une habitude. Donc pour nous, je pense que c'est un moment privilégié. Et je vais souhaiter pour nos futurs coprésidents à travers Santé Québec qui arrive, tous les défis financiers qu'on a, les défis, pas les défis, mais le souhait d'être plus efficient, de garder ces 2 perspectives-là toujours en tête. Donc, un événement de qualité qui nous amène à innover dans nos pratiques, à partager, à collaborer, mais aussi qui nous amène à rester un réseau de santé publique fort et connecté entre nous. Je pense que c'est ça, un gage de résilience. Puis je pense que hier, on disait des villes relationnelles, mais je pense que si on veut un réseau de santé publique qui n'est pas juste un réseau d'expertise, mais aussi un réseau où on est capable de cultiver aussi un espace relationnel entre nous.
Donc, c'est un réseau en santé. Donc, voilà. Donc, ben, je vais te laisser annoncer nos grandes relèves, puis je vais inviter les gens, les deux personnes désignées à venir se joindre. Donc, à la présidence du comité organisateur, ça va être Julie Lollier. Comme vous la connaissez, mais je vais faire son bio tout à l'heure, fait que tu pourrais monter. Et à la présidence du comité scientifique, Nicolas Parenteau. Mylène et moi sommes très, très contents des deux présidents. On est convaincus que non seulement ils vont reprendre, je crois, un très bon travail des deux comités, mais ils vont l'amener ailleurs aussi, comme c'est souhaitable dès qu'il y a du sang nouveau. Fait que nous, on est très contents aussi. Donc, un dernier petit remerciement aussi à tous ceux qui sont alentours aussi tout ce qui est l'organisation des gens. C'est pas facile. Jeanne a travaillé énormément beaucoup. Benoît travaille énormément beaucoup. Puis toute l'équipe de soutien, on pense jamais à eux, mais ils font toute la différence. Et mon dernier petit commentaire, sans faire de quoi depuis travailler avec Mylène, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir au cours des années. Ça fait des années, mais là, on va falloir trouver une excuse pour travailler ensemble sur quelque chose. Je vais présenter aujourd'hui la plénière. Donc, comme vous êtes au courant, ça va être un forum assez particulier cette année. C'est le titre de la conférence, c'est là où le changement nous transporte. Il va y avoir 3 personnes. Ça va être dans un cadre un peu de discussion. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les impacts que peut avoir la réforme du système de santé sur l'environnement pratique en santé publique. Je vais présenter les 3 conférenciers. Le premier, Dr. Luc Boileau. Dr. Luc Boileau est spécialiste en santé publique, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. Le Dr. Boileau a obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Sherbrooke et celui de médecin spécialiste en santé publique à l'Université de Montréal. Il est détenteur d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal et d'un fellowship de la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé. Au fil de sa carrière, il a acquis une expérience remarquable en gestion et gouvernance des systèmes de santé, et ce, tout en s'impliquant et en dirigeant plusieurs projets d'envergure régionale, nationale et internationale. Après avoir agi comme directeur régional de santé publique à Montérégie et président-directeur général de la région de la Montérégie au cours des années 1990 et 2000, il est nommé président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec, puis de l'Institut national d'excellence en santé et des services sociaux. En janvier 2022, il devient directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la planification, de la prévention et la protection en santé publique. Le Dr. Boileau a été membre de conseil d'administration de plusieurs organisations québécoises et pan-canadiennes de santé et est un conférencier reconnu sur la scène nationale et internationale. Je vais aussi présenter M. Pierre Gernier-Forêt, qui est PhD, président-directeur de l'Institut national de santé publique. Professeur Gernier, titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval et d'un doctorat en histoire et sociopolitique des sciences de l'Université de Montréal. Pierre Gernier-Forêt a été professeur dans plusieurs universités canadiennes et américaines. Il a enseigné notamment à l'Université Laval, à l'Université de Montréal et à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Depuis 2016, il est professeur titulaire de santé publique au département de santé communautaire de l'École de médecine Cummings à l'Université de Calgary. Et jusqu'en 2021, il a été titulaire de la chaire de recherche James S. et Barbara A. Palmer en politique publique à la même université. En plus de sa riche expérience dans le milieu de la recherche, M. Forêt possède à son actif une bonne connaissance de la santé publique fédérale et provinciale. Il a en effet été membre du groupe de travail cherché de mettre en place l'Agence de santé publique du Canada de 2003 à 2004, après une expérience semblable au Québec au moment de la création de l'INSPQ entre 1997 et 1999. Il a par ailleurs occupé les fonctions de président et chef de la direction de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Communicateur hors pair, M. Forêt a conseillé des gouvernements, des organisations de santé, des institutions de recherche au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Et finalement, je vous présente Dr. Julie Lollier, médecin spécialiste en santé publique, directrice de santé publique, direction de santé publique de la Montérégie, Centre intégré et de santé des services sociaux de Montérégie Centre. Dr. Lollier est professeur titulaire de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Dr. Lollier, depuis 2016, est directrice régionale à la direction de santé publique de Montérégie. C'est une organisation qu'elle a rejointe en 2008. Elle est également professeure titulaire du département des sciences de la santé communautaire de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et chercheuse associée au centre de recherche de l'hôpital Charlemagne. Elle a rejoint le conseil scientifique de l'INSPQ à sa création en avril 2023. Merci à vous trois. Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne bien. Donc, bonjour à tous. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'animer la dernière plénière de cette édition des JASP. Monsieur Forest, Dr. Boileau, merci d'avoir accepté l'invitation de nous entretenir aujourd'hui sur le changement. C'est le titre de votre conférence, là où le changement nous transporte. Je pense pas trop me tromper en disant qu'en termes de changement, on est assez bien gâtés ces temps-ci en santé publique. On voit deux de nos grands piliers qui sont en transformation, puis je parle bien sûr de notre gouvernance avec l'arrivée de Santé Québec, mais aussi de notre programmation, de nos champs d'expertise qui sont en redéfinition avec le renouvellement du Programme national de santé publique. Je suis convaincue que les gens sont bien curieux, même avides de vous entendre parler de votre vision de ce cheminement-là vers une santé publique 2.0. Donc, ça va être une conférence plénière un peu spéciale en le sens où on va consacrer à peu près la moitié de la plénière à vos questions. Donc, un 20-25 minutes d'échange, puis préparez vos questions pour la suite, c'est votre chance. Donc, on se lance, messieurs. D'entrée de jeu, donc, j'aimerais à tour de rôle, en 3 minutes, mettons, vous entendre parler de votre vision des grands changements institutionnels, de gouvernance scientifique qu'on vit. Grosso modo, c'est quoi les grandes opportunités qu'on devrait saisir ou est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Donc, Monsieur Gerlier. Monsieur Forest, Pierre Gerlier, voilà. La parole est à vous. Oui, Julie, merci. Oui. Je suis un peu dans un état de panique parce que dans le fond, il y aurait tellement de choses à dire. Évidemment, on n'a pas le temps pour ça. Et il y a aussi le fait que, j'imagine que tout le monde s'en rend compte, on a des centaines de questions sur ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Et nous n'avons pas de réponse. Bien sûr, on n'a pas de réponse puisque c'est nous qui allons définir le système qui va se construire. Comme tout le monde, je suis très préoccupé par les changements institutionnels parce qu'on vit non pas une réforme, mais une période de changement institutionnel qui ça rebrasse les cartes, en tout cas tel le jeu qu'on connaissait depuis la mise en place du système dans les 25 dernières années. C'est un système qui avait été assez stable, dynamique, mais stable, avec une espèce de triangle. Il y avait les directeurs régionaux de santé publique, le ministère, son binôme, ministre, directeur national, et puis l'Institut, avec des ajustements qui sont faits au cours des ans, mais un système qui fonctionnait assez bien. C'est un système institutionnel fort, avec des lois qui encadraient le fonctionnement des acteurs. Et puis là, il y a un nouvel acteur, il y a un new kid on the block, et on ne sait pas encore ce que ça va faire. Est-ce que ça va transformer le système d'un triangle à un losange avec 4 acteurs qui auront des rôles déterminés? Ma lecture des lois en ce moment va dans cette direction, mais la pratique va nous dire comment ça va évoluer. Ou est-ce qu'on va aller vers une nouvelle version du triangle dans laquelle Santé Québec et les directions régionales vont fonctionner comme un binôme? Mais on ne sait pas encore ça. Et il n'y a personne, au fond, qui connaît la réponse à cette question à ce moment-ci. Mais c'est sûr que c'est préoccupant parce que, comme vous tous, vous toutes ici, j'ai toujours pensé le système. Là, on faisait l'allusion. J'étais là au début de l'INSPQ, à la fin des années 90. J'ai toujours pensé le système à l'intérieur de ce triangle dynamique. Et c'est sûr que l'arrivée d'un nouvel acteur, ça pose des questions sur la façon dont on va travailler dans l'avenir, avec la nécessité de construire des conversations entre chacun des acteurs pour que le système fonctionne encore. Une autre question qui me préoccupe
ce que tu disais, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Il faudrait pas non plus perdre de vue qu'il y a des problèmes de santé publique. Hein, il faut pas qu'on perde ou qu'on consomme toute notre énergie sur des questions institutionnelles. Ça serait vraiment dramatique de se laisser complètement consommer par cette question, puis pas de se préoccuper de ce qui arrive à la santé publique au Québec dans le contexte où on se trouve. Dans mes réflexions là, des derniers mois, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je suis préoccupé, mais et là, pas seulement au Québec, par comment on ajuste la santé publique, ces valeurs qui sont, dans certains cas, qu'on traîne depuis presque les origines de la discipline. Comment on va faire l'ajustement à une société qui, elle, a changé beaucoup avec des valeurs qui sont pas nécessairement en harmonie avec les valeurs qui sont portées par... Et ça va être très compliqué. Il y a un sociologue allemand là, qui dit on vit dans une société dans laquelle les valeurs dominantes aujourd'hui, c'est la réalisation de soi, les droits individuels, les droits de la personne, puis la recherche d'utilité. Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? Et quand vous êtes dans une société qui est dominée par ça, regardez les résultats des dernières élections aux États-Unis, c'est très clair que ces valeurs-là dominent dans nos sociétés. On est dans un milieu de santé publique dans lequel on porte des valeurs qui sont solidaristes, des valeurs de communauté, des valeurs de sacrifice parfois, qui sont complètement en hiatus avec ces valeurs émergentes. Alors, comment on va faire? Comment on va faire pour rester pertinent tout en continuant à être en phase avec nos engagements? Ça me semble une inquiétude beaucoup plus grande que de savoir exactement quelle va être la nature ou le nom du bureau à Santé Québec qui va s'occuper des directions régionales. Merci. Docteur Boileau, je bonifierai la question. Donc oui, vous entendre sur les opportunités et les peut-être inquiétudes que vous aviez, mais vous avez une grande expérience du réseau de la santé publique. C'est pas la première réforme qu'on vit. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on a tirées des précédentes des erreurs qu'il faudrait pas répéter? Ben moi, je voulais répondre à la première question. Tu peux répondre aux deux. À la deuxième, puis elle passe à la deuxième parce que lui, il a pris 10 minutes pour répondre à la première. Mais cela étant dit, excusez-moi pour la voix, ça m'arrive rarement d'avoir une voix enrouée, mais je l'ai ce matin. Par rapport aux réformes, il y a eu effectivement plusieurs réformes. J'ai l'avantage d'être plus âgé que la plupart d'entre vous, mais plus jeune que lui. Et ça fait en sorte que j'ai vu effectivement, j'ai même participé à plusieurs plusieurs, il n'y a pas quand même eu 60 réformes, mais à des grandes étapes de changement. Les réformes, ce qu'elles nous enseignent sur l'effet de la santé publique, c'est que la santé publique peut être au cœur de la transformation et elle peut être très en avant de cela. Et on l'a vu, plusieurs d'entre vous ne se souvenaient pas, mais une transformation qui a été menée par M. Côté, mais qui était sous un leadership inspirant de la transformation suggérée par M. Rochon, mettait la santé publique véritablement au cœur de celle-ci. Elle a fait en sorte que les directions de santé publique se retrouvent dans l'espace régional, qui est un espace clé de gouverne à ce moment-là. Et la progression des années 2000 a permis ça aussi. Sans doute que la transformation induite à 2004 pour la création des centres de santé et services sociaux, mon collègue Denis Roy était avec moi très, très, très impliqué dans cela. On n'a pas toutes saisi les opportunités que se présentaient pour nous en santé publique pour véritablement accompagner ce changement-là. Ça, c'est un peu de regret, puis ce que ça nous dit, c'est pas bête d'être dans le changement puis d'y participer activement. Et la dernière transformation fortement structurelle qu'il y a eu en 2015 a été une occasion de nous montrer que la santé publique peut être très fragile et on peut la fragiliser encore plus. Ça a été une situation très difficile pour la santé publique et il faut garder en tête que des choses comme ça sont possibles et il faut donc les voir arriver et les empêcher pour faire en sorte qu'on maintienne un système de santé publique fort, inspirant, réseauté et capable de traverser ces périodes de changement, mais en même temps d'embarquer dans le changement et de faire de celui-ci une réussite encore plus grande. Je m'inspire des propos que Mylène a dit hier et encore ce matin. C'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte que la santé publique soit pas juste protégée, c'est que la santé publique fasse partie du changement et assume un leadership d'accompagnement pour se réaliser, puis pour réaliser encore plus tout son potentiel. Et l'occasion nous est donnée. Si vous me permettez, Julie, je vais
je vais juste reprendre des éléments de contexte. Il y a peut-être 3 choses là, que tout le monde voit. D'abord, la création de santé publique, ça, c'est un incontournable, c'est fait. Puis, j'étudie Santé publique. Donc, OK, d'abord. La création de Santé Québec, ça se réalise en ce moment et ce n'est pas fini. Le changement a commencé, c'est amorcé, le ministère change, tout ça, mais on n'a pas complété tout ça. Il reste des choses, il y aura différents ajustements. Le deuxième, c'est un élément contextuel dont tout le monde entend parler. C'est un contexte de restriction de capacité budgétaire, où est-ce qu'on invite Santé Québec et tout le monde, le ministère aussi, à commencer à restreindre les ambitions et de faire en sorte qu'on arrive avec les fonds publics qui nous sont octroyés. C'est pas rien, c'est important. Et à travers ça, il faut garder le cap. Il faut peut-être avoir des voies de passage, faire quelques compromis ici et là, mais garder le cap. Et le troisième, c'est véritablement l'installation plus progressive de Santé Québec avec des chantiers qui ont été ouverts et qui nous ont permis d'affirmer de façon, en tout cas, nettement organisée, tout l'espace que la santé publique pouvait avoir et des principes associés à celle-ci, de responsabilité de population, d'ajouter de la valeur à ce que nous faisons, de santé durable, de participation citoyenne. Il y a des construits qui sont là. Puis en même temps, nous, puis quand je dis nous, c'est parce qu'on est plus dans l'espace ministériel maintenant, santé publique. Pierre Gerlier le disait, c'est un nouvel acteur qui est là. Moi, je ne peux pas parler pour Santé Québec, mais pour la Direction générale de la santé publique, il y a un renouvellement qui est fait. Et comme pour tout le ministère, il faut se concentrer sur les grandes orientations, les programmes, l'évaluation, puis le contrôle. Il faut garder ça, c'est bien normal. Et le ministère se transforme là-dessus. Et donc, nos relations sont différentes, mais il faut garder un tissu serré à travers une table nationale qui est maintenue et que je vais avoir le privilège de présider, mais avec les acteurs de santé publique plus sur le terrain. Je m'excuse, j'ai pris peut-être un peu plus de temps, mais moins que lui. Vas-y. Ça va, ils m'ont pas donné l'autorisation de fermer les micros, donc. Donc, prochaine question, Pierre Gerlier. Luc vient de faire mention d'un système de santé publique fort. J'aurais aimé vous entendre sur votre vision d'un système de santé publique fort, notamment, est-ce qu'il y a des modèles ailleurs qui vous inspirent particulièrement? Oui. Bon, je vais répondre à la question. Non, mais la première chose, c'est d'abord de dire à quel point le système québécois est lui-même un modèle. Hein. Donc, c'est ma première réaction chaque fois qu'on pose cette question-là, c'est de dire, ben oui, mais attention, j'ai encore eu l'occasion, dans une rencontre internationale récemment, là, de comparer ce qu'on faisait au Québec avec la pratique d'autres instituts à travers le monde. Je suis désolé, mais on est quand même le haut du panier en termes de capacité, en termes de compétences, en termes de mandat. Les gens n'arrêtent pas de nous le dire. Nos budgets, la façon dont on travaille, malgré le contexte dont Luc parlait, on est quand même dans une situation favorable. On a construit au Québec un système assez unique. Puis regardez ailleurs au Canada, les deux organisations qui ressemblent le plus à l'Institut, en Ontario, en Colombie-Britannique, je suis désolé, mais c'est pas les joueurs de même catégorie. Et donc, on est quand même dans une situation privilégiée. Ce qui est préoccupant en ce moment avec ce qui est en train d'arriver, pour moi, c'est comment on pourrait rendre ce système-là plus fort. C'est ça la question probablement qui me semble la plus importante. Dans les projets de Santé Québec, il y a un projet que je trouve tout à fait fascinant parce que l'évidence montre que c'est une très bonne idée. C'est l'idée de construire des réseaux cliniques stratégiques. Il y a des exemples au Canada qui ont montré que c'est une très bonne approche. Ça permet une communication directe entre l'agence qui donne les services et l'expertise de pointe. Ce qui est fascinant dans l'exemple albertain, qui est un exemple, allez voir la situation en Alberta, c'est vraiment fascinant, ça a bien marché, mais il y a une exception, c'est la santé publique où il a fallu construire ce réseau-là d'une façon différente. Et moi, je pense qu'une des tâches qu'on a en ce moment au Québec, c'est de se poser la question, dans le contexte de l'émergence de Santé Québec, comment on va construire notre réseau de façon à intégrer dans le travail de la santé publique nos partenaires universitaires,
universitaires, les groupes qui disposent d'expertise particulière, de façon à ce qu'ils soient complètement intégrés dans ce réseau-là, alors que les réseaux cliniques, c'est essentiellement, là, si vous regardez le modèle albertain, des départements de facultés de médecine qui sont intégrés dans l'agence. Mais en santé publique, c'est pas le cas parce qu'on n'est pas juste des médecins, d'une part, d'autre part parce que on a des forces vives dans les organismes communautaires, dans la société civile, qui font partie du travail de tous les jours de la santé publique et qu'il faut intégrer ces compétences-là. Et donc, pour moi, ça va être un des défis. On peut construire un système plus fort que celui qu'on a aujourd'hui en utilisant le levier que va être ce mouvement que Santé Québec va lancer de construction de réseau. Puis peut-être une question en 1 minute. Qu'est-ce que vous voyez comme changement ou y a-t-il des changements dans le positionnement de l'Institut en lien avec cette transformation-là? Encore une fois, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, Julie, parce que Santé Québec n'a pas encore déterminé la nature des conversations qu'il veut avoir avec le ministère et avec nous et avec les directions régionales. J'ai une assez bonne idée parce que l'expérience fait que tu te dis, je sais de quoi ils vont être obligés de me parler à un moment donné, mais je pense qu'il faut les laisser eux-mêmes découvrir ça, les points où ils vont avoir besoin d'un apport direct de réflexion sur les pratiques optimales, à la fois au niveau clinique, mais aussi au niveau populationnel, parce que ça fait partie aussi de leur responsabilité. Et c'est sûr qu'on va être là pour rendre ce service-là. C'est sûr qu'on a l'expertise pour le faire et qu'on va contribuer à cette conversation. Mais il faut que ces conversations s'installent dans ce système en émergence. Encore beaucoup d'inconnus. Docteur Boileau, j'ai envie de vous amener sur le terrain de la prévention clinique. On voit bien sûr un fort engouement de nos autorités autour de la prévention clinique et la nouvelle stratégie de prévention qui a récemment été annoncée. En 2015, le soutien aux pratiques cliniques préventives a été retiré du Programme national de santé publique. Donc, c'est tout un champ qu'on a délaissé. Bon, évidemment, vous n'êtes pas non plus de l'interne de Santé Québec, mais c'est quoi votre vision de la place que devrait occuper la prévention clinique dans le réseau de santé publique? Est-ce qu'on devrait réinvestir ce champ-là? Et si oui, comment on fait pour réinvestir un champ comme celui-là sans perdre la force qu'on a pour actionner des leviers qui sont hors du réseau, justement? Pouvez-vous répéter la question? Est-ce qu'on devrait remettre des PCP dans le PNSP? Moi, pas parler français, bye, mais c'est une très bonne question qui est pas facile à répondre en ce moment parce que tous les paramètres sont pas complètement saisis, mais il y a 2-3 affaires importantes à dire. La première, c'est que il faudrait surtout pas que les forces de santé publique installées au niveau régional, au niveau local, au niveau national soient redéployées dans l'espace clinique parce que c'est une bête qui va complètement absorber les ressources à moyen ou long terme. Donc, il faut absolument pas que ça se passe. Il faut donc mettre des guérites fortes pour empêcher cela. Donc ça, c'est fondamental parce que sinon, on va voir un effritement des forces établies puis du succès, justement, qu'il y a eu de la santé publique jusqu'à aujourd'hui à travers tellement de domaines. La deuxième chose, c'est que vous l'avez souligné, puis c'est une opportunité. Tantôt, quand on parlait des opportunités, je savais que l'occasion me serait donnée, mais le 1er novembre, le ministre a annoncé avec beaucoup d'intérêt le fait de faire du ministère un ministère de la prévention et de pousser une logique d'une stratégie nationale de prévention. Alors, quand on écoute ça, puis qu'on voit l'importance des leviers que représentent des postures politiques comme celle-là, ben c'est certain que ça va induire des occasions de transformation des pratiques cliniques, mais pas pilotées par les gens de santé publique. Il y a tout un espace scientifique qui existe dans le milieu, dans les différents milieux cliniques, de toutes sortes de nature, que ce soit auprès des jeunes, des parents, des personnes âgées, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et il y a des gens ici qui connaissent bien ça, oui, mais les cliniciens connaissent ça très bien, les académiques aussi. L'Institut peut être mobilisé, l'INES en particulier. Alors, il faut laisser l'opportunité de croître dans ce domaine-là. Mais il n'en demeure pas moins que la santé publique devra aussi se renouveler sous l'angle des trajectoires de service pour voir s'il y a des
des possibilités d'arrimage, que ce soit sur le plan de la connaissance du territoire, de la connaissance des pratiques qu'il y a là, des risques qu'il y a sur certaines populations. Vous savez sans doute que je suis le directeur de la santé publique de Québec en ce moment, de la capitale nationale, puis même de Mauricie, centre du Québec. S'il y en a d'autres régions qui veulent m'avoir comme directeur de santé publique, c'est le temps. Mais on pense régler ça bientôt. Là, il y a eu des clins d'œil d'encouragement de quelques collègues ce matin. Et ce que je vous dis, c'est que de ce côté-là, à Québec, il y a eu beaucoup d'implications de la santé publique pour regarder comment se profile l'état de santé et l'état de service. Donc, il y a des choses qui peuvent accompagner ces changements-là, mais chose certaine, il n'y a pas de signaux de dire « OK, on recommence puis on prend nos énergies pour faire ça ». Il y a probablement une petite touche, c'est les médecins de santé publique qui ont une formation médicale, puis des fois qui s'écartent largement de cette formation-là dans leur pratique, peuvent peut-être, dans le cours de leur vie ou leur carrière, renouveler quelques intérêts autour de ça pour aider aux transformations, mais certainement pas une menace par rapport à l'organisation actuelle et au mandat de santé publique qui doit, je le répète, être protégé et émancipé. Je vois potentiellement des terrains pour des questions de l'assistance, mais non, je vais laisser les questions à l'assistance. Pierre Gerlier, peut-être une question. On parle de investir, se renouveler. Lundi dernier, j'ai eu la chance d'assister à une journée qui était fort intéressante sur les enjeux émergents, où on parlait entre autres de leur lien avec la planification, l'évaluation. On sait que les enjeux se multiplient à une vitesse folle et que les budgets ne croissent pas au même rythme. C'est une chose d'ajouter des enjeux, d'ajouter des domaines d'expertise sur lesquels on veut se pencher. C'en est une autre d'en retirer. Donc, j'aimerais vous entendre sur la base de quoi on décide de prendre un pas de recul ou de se retirer d'un dossier, d'un sujet, d'un champ d'expertise en santé publique pour faire de la place aux nouvelles choses. Ouais, les questions étaient plantées, mais pas les réponses. C'est toujours ça le problème. Quand Jean Rochon est mort, j'ai écrit un petit article là, pour parler, vous allez voir, dans le fond, exactement de ce problème-là, qui est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en santé publique. Puis c'est une conversation que j'avais eue avec lui au cours des années, qui s'est donc construite là, dans les échanges avec lui. Il y a une partie de ce qu'on fait en santé publique, c'est le sale boulot de la santé publique. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Puis donc, enjeu émergent ou pas, il va falloir continuer à faire ces choses-là. Et ce cœur-là, c'est notre identité, c'est celle qui s'est construite lorsque la santé publique a émergé comme pratique, comme discipline là, au début du 20e siècle. Puis on va continuer à faire ces choses-là. Donc, ces choses-là, il va toujours falloir les protéger, il va toujours falloir les faire, parce que sinon, on perdrait notre âme si on arrêtait de les faire. Il y a une partie de ce qu'on fait pas nous-mêmes, qu'on fait à travers les autres, par le truchement d'autres acteurs. Et là, on a probablement déjà un premier choix à faire, un premier tri possible, parce que au bout d'un moment, les gens sont capables de faire ces choses-là sans nous. Et il faut apprendre à lâcher la main des gens à un moment donné. C'est pas facile parce que ça devient très confortable, ces relations-là, mais vous le savez à un moment donné, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici là, qui sont en pratique directe, là, ils le savent, ça, qu'à un moment donné, on peut lâcher la main des gens. Et ça libère du temps et des ressources. Puis il y a un troisième niveau de problème, qui sont des causes sur lesquelles on a une contribution, mais c'est toujours tentant pour nous d'être en position de leadership, mais des fois, il faut avoir l'humilité de ne pas s'imposer comme leader, d'accepter d'être un adjuvant, d'apporter un point de vue de santé publique dans la conversation. Je ne reflète pas la position de l'Institut quand je le dis, mais l'exemple que je prends généralement quand j'ai à expliquer ça longuement, c'est l'exemple des changements climatiques, parce que j'ai été dans des positions professionnelles dans ma vie où j'ai été avec des gens qui connaissaient ça beaucoup mieux que moi comme expert de santé publique, puis j'ai appris que moi, je pouvais contribuer à la conversation. J'avais quelque chose d'original à dire sur ce sujet-là, mais que ce n'était pas nécessairement à moi d'être à la tête de ces combats-là. Donc, quand on regarde les enjeux émergents, il faut être capable de faire le tri.
le sale boulot qu'on va toujours avoir à faire, que ça serait vraiment irresponsable de notre part de l'abandonner. Les choses qu'on fait faire par les autres, où il faut apprendre à lâcher prise, et puis les choses pour lesquelles il faut avoir l'humilité de dire, ben, je suis content d'être dans la coalition, je suis content d'être dans la conversation, mais je vais pas nécessairement en faire ma priorité parce que j'ai pas la compétence pour ça. Merci. J'avais encore toutes sortes de questions en banque, mais on m'avise qu'on serait rendu à la moitié, donc on pourrait ouvrir aux questions de la salle. Donc, je vous invite à vous approcher. En attendant, bien, vous avez vu, il y a des questions peut-être qui concernent le fonctionnement interne de Santé Québec pour lesquelles nos conférenciers n'auront pas nécessairement de réponse précise. Cela dit, je pense qu'ils ont assez d'expérience pour offrir des pistes de réflexion sur toutes les questions que vous aurez en tête. Donc, je vous invite à vous lever, à vous approcher au micro et à peut-être identifier si vos questions s'adressent à un des conférenciers en particulier. On a une première courageuse, donc vous identifiez puis dire à qui la question s'adresse, s'il vous plaît. Oui, alors je suis Kathleen Pelletier, je suis médecin conseil à la direction de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ma question s'adresse au Dr Boileau. En fait, surtout dans la perspective du renouvellement du programme national de santé publique, on est à un carrefour d'opportunités malgré qu'on soit au bord du précipice. Et il y a eu un positionnement des directeurs de santé publique l'an dernier dans le cadre de la COP, je me souviens plus quel numéro, à l'effet que c'était vraiment les changements climatiques, le défi, le plus grand défi là, qu'on avait à faire face pour la santé et le bien-être de notre population. Sachant cela, sachant aussi qu'on a plein de leviers actuellement, autant en aménagement du territoire avec nos partenaires, et qu'on est conviés à travailler vraiment sur les conditions de vie parce qu'actuellement, beaucoup de Québécois, de Québécoises souffrent énormément, que c'est démontré dans la littérature qu'on doit le faire, non pas dans un esprit de lutte à la pauvreté, mais d'universalisme proportionné, et que les grands changements en aménagement du territoire concernent les besoins de base, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, le transport et même le numérique. Est-ce qu'on pourrait mettre un focus important sur l'amélioration par l'universalisme proportionné, parce que les Québécois et les Québécoises seront vraiment ouverts et ouvertes à aller vers des mesures qui peuvent apporter quelque chose à la majorité, tout en apportant quelque chose d'un petit peu plus intense aux personnes les plus vulnérables, et qu'on ait des gains majeurs et enfin aussi un positionnement pour arrêter le clivage, la polarisation de notre population actuellement entre valeurs de gauche et de droite, et le fait aussi que la montée de la droite est très importante auprès des jeunes parce qu'ils vivent de plein fouet les conditions socio-économiques très, très, très difficiles. Moi, ce qui me donne toujours l'espoir, c'est qu'une fois quand on regarde la carte des déterminants de la santé, une fois qu'on s'adressera au grand ensemble, le grand contexte social, c'est-à-dire les systèmes socio-économiques, le système économique dans lequel on est et qu'on a de plus en plus d'appui dans la littérature de santé publique pour dire qu'il est à la cause autant des dépassements du plafond écologique que du trou dans lequel on tombe dans le plancher social et qu'il y a des modèles économiques qui existent. Est-ce que le prochain programme de santé publique pourra mettre le focus là-dessus parce qu'on aura un effet sur l'ensemble des indicateurs? C'est ce que nous dit la carte des déterminants sociaux de la santé. Merci. Ben, d'abord, merci beaucoup pour votre question, mais surtout votre plaidoyer qui répond en soi à votre question. Il y a les artisans de la reconfiguration du programme de santé publique, d'abord, sont nombreux dans la salle, mais au niveau de cette responsabilité au ministère, elles sont tenues par des personnes qui sont ici dans la salle et qui vous ont bien entendu. Est-ce que les angles que vous proposez seront aussi explicites que ce que vous recherchez? Espérons-le, là, si on peut retracer tout cela, mais le programme doit quand même
en fait, c'est une pièce maîtresse. Vous savez, l'importance du programme de santé publique, c'est inscrit dans une loi, c'est quelque chose qui est très solidement ancré dans nos pratiques, mais qui doit aussi profiler une couverture assez large de tous les services de santé publique. Et nul doute que les changements climatiques ont été soulignés. Il y a, vous le disiez bien, il n'y a pas très longtemps, mais en fait, il y a quand même un certain nombre une ou deux années comme étant quelque chose qui devait se révéler comme une priorité dans le cadrage du programme, et ça le sera en toute visibilité. Est-ce qu'on peut agir sur d'autres dimensions comme celles que vous dites? Sans doute que oui, mais ce que vous révélez surtout, et c'est ça qui est important aussi, c'est quand vous pensez à Santé Québec, excusez-moi, je vais faire un relais avec Santé Québec, mais quand vous pensez à Santé Québec, vous ne pensez pas à une organisation nécessairement qui va venir se révéler comme une mission de santé publique, puis qui va réfléchir à tout ça, puis qui va agir sur tous les aspects ou les angles ou les déterminants que vous avez soulignés. Ce qui est important, je me répète, là, c'est de s'assurer que l'espace de santé publique, qui est actuellement bien ancré dans le système, qui va maintenant faire partie de Santé Québec, c'est built-in là, dans Santé Québec, soit toujours disposé à faire ça. Et notre programme et notre évaluation et nos contrôles vont s'assurer de voir ça se manifester. Donc, j'ai pas plus à rajouter parce que je tomberais dans le détail d'une programmation, sinon je passerai le micro à quelqu'un ici qui veut surtout pas vous parler. Monsieur? Marc Dionne, plusieurs me connaissent, mais je vais parler surtout à partir de mon expérience de recherche clinique en vaccination et de ce que j'essaie de faire actuellement, la recherche clinique en soins de première ligne. J'étais présent à la conférence où le ministre de la Santé a annoncé l'importance de la prévention, puis qu'il y avait une opportunité pour le ministère de renforcer encore davantage la prévention à partir du moment où Santé Québec allait générer des opérations. Je sentais aussi toute la préoccupation qu'on a, mais que le ministre avait de la pression sur le système de santé et en espérant que la prévention pourrait rapidement amener une diminution de cette pression-là. Et moi, je pense, puis je comprends les préoccupations du Dr Boileau à l'effet de ne pas diluer les forces de la santé publique dans des activités de prévention clinique. Mais je trouve quand même dommage qu'on s'éliminerait complètement de ce champ-là. Un autre champ où on a retiré aussi nos responsabilités, c'est au niveau de l'organisation du service. Mais moi, je suis convaincu que la santé publique peut contribuer à une prévention, je dirais, plus de proximité ou de précision, qui irait dans le sens de l'intervenante précédente. Et c'est pas uniquement des interventions médicales qui peuvent assurer la prévention. C'est certain du côté du diabète ou de l'hypertension, les cliniciens connaissent ça davantage que nous. Mais si on parle de gens qui vivent les problèmes d'itinérance ou qui vivent les problèmes de drogue, qui vivent les personnes âgées, qui vivent les problèmes d'isolement, il y a des éléments d'organisation du système de santé pour lesquels on doit s'impliquer. Et je pense qu'on doit contribuer dans l'effort collectif des prochaines années à s'assurer qu'on est capable d'intervenir plus rapidement, plus directement auprès des personnes qui ont besoin d'un ensemble de mesures pour continuer à vivre en santé et en sécurité dans leur communauté. Donc, je vous remercie. Merci. Oui. Regardez très rapidement Marc Dionne, que tout le monde connaît, ou en tout cas ceux qui ne le connaissent pas, tant mieux. Marc a raison, je n'ai pas dit qu'il fallait se disloquer de ce domaine-là. Au contraire, il y a plusieurs activités de prévention clinique qui touchent directement la santé publique, puis celles qui ont été nommées dans un esprit de prévention de précision, qui est une façon de voir qui devient beaucoup plus concrète avec le temps et surtout les capacités technologiques et informationnelles. C'est quelque chose dans lequel il faut continuer à s'investir. Ce que je ne voulais pas vous apeurer avec, c'est qu'on ait un shift de tous nos efforts collectifs pour mettre nos ressources, somme toute, pour instruire le système de santé à comment faire de la prévention dans les services de santé. Ça, il y a de l'espace clinique qui appartient aux cliniciens, qui appartient à la science des cliniciens, qui appartient à tout ça, qu'on peut accompagner sous différents angles, pour informationnel surtout, mais de ne pas s'investir complètement là-dedans. Mais ce que Marc dit, il a tout à fait raison. Puis effectivement, ça vient chercher d'autres croisements comme ceux qui avaient été mentionnés. Pierre Gerlier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Juste peut-être une chose, aussi à la suite de la première question.
je pense qu'il y a un fort consensus sur le quoi, mais pour moi, la question qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est le comment. C'est-à-dire comment on va le faire, comment on va préserver notre capacité d'action. C'est ça, pour moi, la question centrale en ce moment, parce que ça, c'est une question à la fois de recrutement, de formation, de budget, d'autorité. Dans le travail sur les inégalités sociales, c'est assez évident de montrer qu'une partie de la réussite vient du fait qu'on a une pratique intersectorielle forte. Hein. On est capable, à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national, d'influencer les actions publiques dans le sens de la réduction des inégalités. Mais ça, c'est du comment, et c'est ce comment-là qui me préoccupe plus en ce moment que le quoi, sur lequel j'ai l'impression qu'il y a un consensus fort dans notre communauté. Ce sur quoi il faut garder le regard en permanence en ce moment pour préserver notre capacité d'action, pour préserver notre capacité d'intervention, mais aussi pour nous donner les moyens de le faire, c'est le comment. Et ça, c'est vraiment pour moi la question principale. Merci. Je passerai la parole à Yves. Alors, bonjour, je m'appelle Yves Bonnier-Vigé, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la Direction régionale de santé publique de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alors, j'ai 2 questions, donc j'espère que vous en prendrez chacun une. La première, c'est quelque chose que j'ai lu dans les journaux, donc je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais il semblerait que le ministère se réorganise pour avoir une direction de la prévention et de la santé publique. Et je me demande si ça, étant donné que les fonctions de base de santé publique sont la surveillance, la promotion, la prévention et la protection, si ça induit pas un peu de confusion là, dans le public d'avoir une direction qui aurait juste un bout prévention, santé publique, comme si la prévention n'était pas dans la santé publique. Première question. Deuxième question, on a parlé de triangle et on s'est posé la question du losange. Quand on regarde l'article de loi qui crée la table de coordination nationale de santé publique, le législateur a trouvé important que le ministère soit directement impliqué dans l'organisation qui supposément s'occupe des opérations. Donc, c'est comme s'il y avait peut-être une considération que la complexité de la santé publique, la complexité du terrain et de la population auquel il doit avoir affaire, exige peut-être d'avoir des leçons rapides de ce qui se passe sur le terrain pour orienter les stratégies et donc l'importance d'avoir ce lien étroit entre le ministère et l'ensemble des acteurs de santé publique. Et donc, peut-être qu'on va rester avec un certain triangle malgré tout. Alors, je voulais juste avoir vos opinions sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Peut-être on peut peut-être commencer par le nom de la direction ministère. Je pense que Luc, merci beaucoup Yves pour la question. Le mot prévention dans prévention et direction générale de la santé publique ne vient pas occulter la santé publique comme nous la comprenons, comme nous la vivons et comme nous la maîtrisons sur le plan de ses bases bien établies de surveillance et etc. Le mot prévention est venu se greffer sur l'organigramme pour envoyer un signal comme quoi la stratégie nationale proposée et l'engouement du politique exprimé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et la ministre également, Mme Bélanger, que cet engouement-là annoncé puisse se révéler dans l'organisation du ministère en disant, eux autres, au niveau ministériel, ça vient pas capturer tous les efforts qu'il y a dans le réseau de santé publique, mais au niveau ministériel, vous êtes responsable de nous mener à bien cette stratégie et ce mouvement préventif pour l'ensemble du ministère. Donc, il n'y a pas, dans ce signal-là, une distinction nouvelle qui se fait, puis qu'on se concentre juste sur pardon, excusez-moi, vraiment, sur la prévention. J'ai toutes sortes de réatons, j'ai mal à un pied, j'ai ça. Puis je vous dirai pas d'autres choses, mais... C'est une poupée vaudou à quelque part. Oui, c'est ça. Julie, il fallait pas en parler. Est-ce que Alain Poirier ici, alors, as-tu une maquette de moi, Alain? C'est ça. Elle est bonne. Ça, c'est vraiment bon. Mylène, c'est bon. Puis arrête de rire. Mais ça étant dit, donc je me répéterai si je continuais. Voilà. Merci.
Mais par rapport à la triangulation, je vais laisser mon collègue, puis Parfait. peut-être que je vais rajouter. Merci. Le système pas, de santé Mylène, publique, là, au Québec, c'est pas à toi, Yves, que je vais l'apprendre. C'est un système qui s'est construit progressivement depuis le début des années 90. Les assises régionales du système, les assises régionales très fortes du système, ça date de 93, la création des directeurs, l'Institut 98. Il ne faut pas lire la loi actuelle comme si c'était la seule chose qui comptait dans l'analyse de l'ensemble du système institutionnel de santé publique. Je pense que c'est une erreur de perspective. C'est pour ça que je dis que, en ce moment, la question de savoir si on passe d'un triangle à un losange n'est pas une question décidée. C'est une question que la pratique de Santé Québec va décider de la forme que va prendre ce système. Ce qui est clair, c'est qu'on a un système institutionnel. On a un système institutionnel avec des racines anciennes. Et quand vous regardez avec attention la façon dont les différentes lois sont ajustées l'une à l'autre, il n'y a pas eu de remise en question fondamentale de l'architecture de ce système avec la création de Santé Québec. On lui a accordé des responsabilités à l'égard des directions régionales. Santé Québec va héberger la table nationale de concertation dans laquelle il y a une reconnaissance claire des autres acteurs institutionnels comme institutions et ainsi de suite. Mais il faut éviter, je pense que c'est un principe de droit administratif de base, là, de lire la LG4S puis de dire, ben voilà, ça c'est l'ensemble des solutions pour comprendre le système. Non, il faut regarder l'ensemble du système institutionnel et juridique qui s'est construit depuis les années 90, qui est encore en place. La loi de l'Institut a été à peu près pas changée par la dernière transformation. Le périmètre d'action de l'Institut, allez voir la loi, il est toujours là. Et donc, on a simplement modifié une chose, c'est la connexion entre Santé Québec et l'Institut. La seule transformation. Vous voyez, pas de changement depuis 98. Il faut faire attention de ne pas accorder trop d'importance à une pièce du dispositif, c'est important, mais une seule pièce du dispositif par rapport à l'ensemble. Merci. Isabelle? Oui, bonjour, Isabelle Sanson en Estrie. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Deux questions, je vais les poser en même temps, elles se chevauchent. On est dans une ère de mesure, une ère de performance, une ère d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des réflexions sur le positionnement stratégique de la surveillance? Et puis l'autre question qui est vraiment très proche, c'est que dans cette ère d'imputabilité, étant donné que des fois la surveillance, la performance peuvent se chevaucher au niveau du réseau de la santé. Alors dans cette ère d'imputabilité, quel grand pas avez-vous à nous suggérer pour mieux démontrer notre efficience comme réseau de la santé publique? Voilà. Merci. Excellent. Donc, une question sur la performance, comment on l'analyse et est-ce qu'on s'attend, où sera positionnée la surveillance? Non, mais il y a peut-être un aspect dans la question que je trouve là, vraiment intéressant pour l'avenir, c'est les moyens technologiques qui sont les nôtres désormais, là, à la fois à travers les grands ensembles de données et l'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'intervenir beaucoup plus rapidement, puis surtout de corriger le tir beaucoup plus rapidement. Un problème très important en politique publique, c'est le problème de la calibration des politiques. Comment vous définissez votre intervention? Est-ce que vous voulez jamais intervenir trop, mais vous voulez pas intervenir pas assez de façon à obtenir un résultat? Puis avec la possibilité d'avoir des réponses directes à cause de la présence de données, on va être capable de faire un ajustement assez fin des interventions. Ça va changer beaucoup la façon à la fois dont on fait de la surveillance, mais aussi dont on fait des interventions en réaction. Il y a pas mal de gens qui réfléchissent sur cette question dans le monde en ce moment. Je m'attends à des changements assez importants dans notre pratique à cause de ça. Donc ça, c'est certainement un changement capital. Isabelle, la question sur l'efficience, était-elle l'efficience en santé publique? Ouais. L'évaluation de notre performance, l'évaluation de notre... Ouais. C'est une occasion qui nous est donnée pour dire que tout le monde comprend que l'éléphant dans la pièce, c'est l'arrivée de Santé Québec. C'est pas la transformation du ministère. C'est un morceau qui est sans doute mal compris, très peu expérimenté jusqu'à maintenant. On est complètement au début de tout ça. Mais il est certain que Santé Québec va arriver avec un mindsetting pour l'ensemble du système de santé et de services sociaux, incluant la santé publique, mais
c'est pas sa première priorité. Je ne sais pas si vous regardez, il y a d'autres choses sur le feu en ce moment, mais tout devra être sujet correctement à une réflexion sur l'efficacité puis l'efficience. Ça ne veut pas dire que c'est l'instrument central de Santé Québec qui va porter un jugement simple ou des fois simpliste sur des affaires, puis ils ne sont pas partis pour faire ça non plus, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait un espace de gain d'efficience. On en a déjà parlé. Pour certains, c'est visible à l'œil nu, puis pour d'autres, c'est plus angoissant. Mais moi, je pense qu'il y a de ce côté-là des choses que nous pourrions voir et qui représentent une opportunité pour gagner en capacité pour faire plus encore de ce que nous sommes appelés à faire. Donc, il faut le voir ainsi. Et si ça devait être une occasion pour enlever des ressources, ce serait indécent pour nous et notre capacité de contrôle au niveau ministériel va montrer ses gros tatouages, ses bras, parce qu'on ne pourra pas accepter ça. On ne pourra pas accepter de voir, à moins que ce soit une posture comme il y a déjà eu dans le passé, de dire on coupe tant en santé publique. On n'est pas parti pour ça. Entendez le discours, la prévention, la santé publique, c'est important. Regardez, on sort d'une pandémie où est-ce que ça a été un succès remarquable à plusieurs égards, et la santé publique, évidemment, n'est pas exclue de ça. Alors, puis il y a une interpellation de la santé publique qui est nouvelle, rafraîchissante, à tous les points de vue, à l'intérieur de la société, à l'intérieur du gouvernement. Moi, en termes de perspective, je ne suis pas trop inquiet, mais la question sur l'efficience est une bonne question qui devra se révéler dans des pratiques prochaines. Merci. Pierre-Joly, vous vouliez réagir? Il reste 2 questions, 5 minutes, 4 minutes. J'aimerais vraiment pouvoir prendre les 2 dernières questions. Non, mais j'ai rien d'essentiel à ajouter. Génial. Donc, je vais laisser, puis on laissera la dernière question à notre présidente sortante. Donc, question rapide, réponse rapide, qu'on puisse clore dans les temps. Donc, je vous laisse la parole. Alors, c'est un peu en complément avec la dame qui est venue tout à l'heure. C'est... bonjour, moi, mon nom, c'est Stéphane Proulx. Je suis à la direction de santé publique, gestionnaire multiprogramme. Ce que je veux dire, c'est par rapport, il y a une belle opportunité avec l'INSPQ et au niveau de la santé publique de faire justement là, parce que c'est une lacune dans le réseau, là, avoir des données intelligentes. Je dis intelligentes parce que souvent dans le réseau, on nous dit « faut que vous en fassiez plus, il faut que vous en fassiez plus, puis 5 % de plus par année au CIDEP, bon, etc., etc. » Mais, je veux dire, vis-à-vis une clientèle qui, elle, est vulnérable, parfois, ça prend plus de temps médical, les médecins, l'infirmière, spécialistes autour. Alors, la donnée à ce moment-là devient comme inefficiente parce qu'on ne prend pas beaucoup de patients, des choses du genre, parce qu'on s'occupe plus de la personne qui, elle, prend un petit peu plus de temps. Ça serait une belle opportunité des deux, dans le fond, la santé et l'INSPQ, de travailler ensemble pour justement penser à ces données-là plus intelligentes qui amèneraient le réseau ailleurs. C'est ça, dans l'optique de Jean Rochon, un peu. C'est pas tant une question, c'est un commentaire, mais de repenser. Puis effectivement, c'est un enjeu d'actualité, l'intelligence de nos données. Merci. Je pense que, vu que c'était plus un commentaire, je prendrais la dernière question aujourd'hui. Peut-être qu'elle va être trop ambitieuse pour 3 minutes, mais c'est pas grave. Le réseau de santé publique, bien, on est évidemment là, on est très transdisciplinaire. On a des équipes de santé publique avec des gens de différentes formations. On a la chance aussi dans les assises de notre réseau d'avoir des écoles de santé publique, d'avoir la formation médicale aussi avec des spécialistes. Avec cette réforme-là qui arrive, quelle est votre vision un peu des défis, mais de comment on pourrait comment devrait évoluer, dans le fond, les pratiques professionnelles ou la façon dont le workforce de santé publique, une des fonctions facilitantes, et est-ce qu'il y a des opportunités? Puis avez-vous une vision un petit peu de comment on pourrait faire évoluer tout ça? Grand défi de réponse en 1 minute chacun. Ce qui est attendu, puis je n'aurais pas la prétention de répondre spécifiquement à ta question, Mylène, parce que ça demanderait une profondeur que je ne maîtrise pas actuellement.
Mais ce qui est certainement attendu puis espéré, ce sont des capacités de fonctionner à travers non pas juste l'espace de santé publique, mais l'influence qu'on peut avoir, que vous avez sur plusieurs problèmes, bien sûr, dans l'organisation, dans la dynamique d'une région ou de régions ou au niveau de l'ensemble de la province. Des dynamiques, des fois, qu'on voit comme dénominateur commun, l'isolement, la pauvreté, mais il y a des problèmes spécifiques qu'il ne faut pas perdre de vue, là, les communautés autochtones, etc. Il faut rester branché sur nos vraies affaires. Mais dans cela, ce qu'on voit, puis ce qu'on nous demande aussi au ministère, c'est d'élargir, d'enlever les silos. En gros, là, je le dis comme ça. Donc, la capacité d'interagir avec d'autres programmes, de les mobiliser sur des trajectoires, de faire en sorte qu'on ait une organisation plus ouverte, plus poreuse, qui ne perd pas son sens, qui ne perd pas son leadership et son corps opérant, mais qui est plus ouverte à ça. Donc, un des profils, c'est sans doute cette capacité qui s'exerce déjà, mais à accentuer à tous les niveaux, au niveau ministériel aussi, au niveau régional et au niveau local. Donc, moi, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi cette capacité, le collègue parlait des données intelligentes, c'est de s'en inspirer plus. J'arrête. Vas-y. Merci. Je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui était pour ça passer à Santé Québec, mais là, je n'ai pas le temps. Oui, rapidement. Il me semble que la chose, Mylène, la plus importante, c'est comptons seulement sur nos propres moyens. Mais ça va être très difficile pour nous d'être écoutés à l'extérieur de notre communauté dans les prochaines années, compte tenu de la pression qui s'exerce sur les systèmes de soins. C'est pas propre au Québec. Ça se passe ailleurs aussi. Donc, si vous regardez la situation, non seulement au Québec, mais ailleurs au Canada et dans le monde, vous allez voir qu'il y a un énorme problème d'implosion des systèmes publics de soins. Et c'est ça qui capte l'attention et des dirigeants et de la population. Donc, il va falloir, nous, qu'on prenne le flambeau de nos propres problèmes en termes de formation, en termes d'organisation. Il va falloir aussi qu'on impose une voix dans le débat sur l'efficience, notre voix, parce que moi, évidemment, je suis contre le gaspillage, je suis intéressé à toujours montrer qu'il y a de la valeur ajoutée à ce que l'Institut fait, mais l'efficience en santé publique, ça se mesure pas comme ça se mesure dans d'autres domaines. Puis il n'y a que nous qui pouvons tenir ce discours et convaincre les gens de cela. Quand vous regardez les indicateurs de santé au Québec, vous vous rendez compte qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'on pourrait attendre d'une société avec notre niveau de richesse et d'autres contraintes là, qui sont propres à notre société. Et pourquoi ça? Parce que pendant des années au Québec, on a eu des politiques sociales qui ont lutté contre les inégalités. C'est ça qui produit les indicateurs de santé au Québec. Et ça, il faut continuer à le faire. Vous mesurez ça comment, l'efficience de la santé publique dans la promotion de ça? C'est du long terme, c'est de l'intersectoriel. Et il n'y a que nous qui sommes capables de tenir ce discours, de dire faites attention à ça. Cherchez pas toujours des impacts dans les 6 mois après qu'une mesure a été prise. Merci. Donc, il me resterait finalement... Oui, ça fonctionne. Il me resterait... Moi, je vais prendre les applaudissements comme étant communs. Il me restera à vous remercier. En fait, j'ai envie de vous demander en une phrase, début, fin, une seule phrase, un message clé, chacun. Ben moi, ça ne pourra pas être une seule phrase. Je vais dire que, ce que vous voulez savoir sur Santé Québec, venez ce midi, on va le dire dans le rapport du directeur national de santé publique. 2, je voudrais juste souligner qu'il y a une intelligence ici remarquable qui nous a aidés à tout propos, toujours, moi en particulier, mais plusieurs autres, et dont c'est l'anniversaire. Denis Roy, bonne fête. Alors, bonne fête, Denis. Et la dernière touche, c'est juste une petite phrase du poète Paul Valéry. Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'avenir n'est plus ce qu'il était. Alors, restons avec ça, mais c'est plein de promesses et d'opportunités. Merci. Pierre Gerlier? Moi, je vais juste reprendre le thème là, des JASP de cette année, parce que je pense que c'est ça. Faire attention, là, préserver nos acquis, un système de santé publique fort, des réussites incroyables qui nous placent à l'avant-garde. Mais de notre côté, c'est sûr, il faut aussi penser à construire l'avenir. Mais Montesquieu, hein, un bien établi est toujours préférable à un mieux qu'il ne l'est pas encore. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne dernière journée de JASP. Merci beaucoup, Julie.